Le débat public sur le nucléaire suscite de vifs débats et des questions sans réponse. Jade Lingard pour Mediapart. Palaiseau, dans l'Essonne. Le nucléaire joue à domicile au soir du mardi 29 novembre sur le plateau de Saclay. La troisième réunion de débat public sur la construction de 6 réacteurs EPR que le gouvernement voudrait lancer d'ici à 2026 se tient au pays de la technocratie de l'atome, entre l'école polytechnique, le laboratoire du commissariat à l'énergie atomique et l'imposant centre de formation professionnelle d'EDF, au milieu des écoles d'ingénieurs dont l'ENSAE, qui a prêté un amphi pour l'occasion. Un peu plus de 200 personnes s'y retrouvent, avec jusqu'à 1000 spectateurs en ligne, et l'amphi est plein, malgré le premier match de la France contre l'Australie, lors de la Coupe du Monde de foot au Qatar. Dans la salle, une bonne moitié d'étudiantes, quasiment autant de personnes travaillant dans le domaine de l'énergie, ainsi identifiées par une rapide présentation à main levée. Thème de la soirée, expliquer ce qu'est l'EPR, Evolutionary Power Reactor. Ce modèle de réacteur à eau pressurisée de 3e génération que EDF propose de construire par paire, en commençant par Penly, Seine-Maritime, avant Gravelines dans le nord, Bugey dans le nord, ou Tricastin dans la Drôme. Sa technologie est une version adaptée de celui que l'industriel peine tant à construire à Flamanville dans la Manche, et qui pourrait être livré fin 2023 avec 10 ans de retard, et un coût d'environ 19 milliards d'euros, près de 6 fois au-dessus de son estimation initiale. De quoi transpirer un peu avant de lancer le chantier de ce nouveau directeur de cette famille? Pas du tout, assure Gabriel Aublin, directeur du projet chez EDF, invité par la Commission nationale du débat public à présenter le projet. Le retour d'expérience des EPR déjà construits en développement en Chine, en Finlande, en Grande-Bretagne, garantit une version optimisée. Nous capitalisons sur ce qui a bien marché, à savoir des performances sûreté et environnementales. L'élément de langage est répété en boucle par l'ingénieur, assis au centre de la tribune, jambes croisées, sourire aux lèvres. À la façon d'un vendeur de magasins spécialisés, il garantit, c'est ce qui se fait de mieux dans le monde de la sûreté. Plus produit non négligeable, il protège les terres agricoles, en produisant énormément d'électricité à partir d'une faible empreinte aux prises au sol. Et il peut même recycler son propre cœur pour fabriquer du combustible, le MOX. Il ne prononce pas le mot de chef-d'œuvre, mais on y pense très fort. Sur la tribune, il rencontre peu de contradictions, puisque sur 6 intervenantes, un seul est opposé au nucléaire et défavorable au programme EPR. Le physicien Bernard Laponche, président de l'association Global Change. Celui-ci explique que l'EPR est une erreur stratégique, notamment car il n'offre pas de parade en cas de perte de refroidissement, ce qui a provoqué l'accident de Fukushima au Japon. Il dit aussi que la course à la puissance, puisque l'EPR est un énorme réacteur de 1600 MW, autant que la moitié de la consommation d'électricité de toute l'île de France est une particularité française. Il termine en faisant l'éloge de la sobriété énergétique, qui permet de réduire les consommations, et des énergies renouvelables, beaucoup moins dangereuses, beaucoup moins chères. Soupire dans les travées où le public est attentif et pianote sur ses ordinateurs, parfois en chuchotant. Depuis les bancs de l'amphi, les militants anti-nucléaires énumèrent leurs désaccords, la dangerosité du combustible MOX, les déboires capitalistiques de la turbine Arabelle, la centralisation du monde nucléaire en phase avec les régimes autoritaires, la dépendance internationale de la France en ressources d'uranium. La seule personne non blanche à prendre la parole, un étudiant de l'école supérieure d'origine africaine, de l'école normale supérieure d'origine africaine, pose une question sur les impacts sociaux et écologiques de l'extraction de l'uranium dans les pays importateurs, parmi lesquels se trouve le Niger. Il faudrait dire exportateur par contre. Un homme chenu traite le nucléaire de has-been, mot lui-même désuet. Et depuis les mêmes travées, des pro-nucléaires, délégués syndicaux, salariés d'EDF ou industriels du secteur leur répondent: création d'emplois, souveraineté énergétique, innovation, supply chain et maîtrise française des technologies. Deux mondes se font face, se combattent par la voix. Parfois, une simple citoyenne lève la main, comme cette musicienne et enseignante. Je ne suis pas à EDF, mais je suis pour qu'EDF reste une entreprise d'État et pour limiter la sous-traitance. Il faut prendre soin de nos ingénieurs pour qu'ils ne partent pas. Qu'on soit pour ou contre le nucléaire, nos vies sont entre vos mains. Elle demande aussi où sont logés le cerveau et le cœur des intervenants, car c'est nous le peuple qui prenons les risques. La mécanique de la discussion est parfaitement huilée et animée avec entrain, par les membres de la CNDP, Commission nationale du débat public, j'imagine. Un peu de parole à la tribune, un peu de questions et réactions dans la salle, un peu de questions sur le chat YouTube. Pendant 2h30, le rythme ternaire de cette conversation collective ne faiblit pas. Mais à quoi bon?
L'enjeu est l'organisation de la participation du public à l'élaboration de la décision, explique à Mediapart Michel Badré, président de la commission particulière chargée du débat public EPR. Mais à quoi sert alors que le chef de l'État et le gouvernement ont déjà annoncé, mais à quoi sert-il alors que le chef de l'État et le gouvernement ont déjà annoncé vouloir construire 6 nouveaux réacteurs EPR et peut-être 8 autres dans un futur plus lointain. Ce sont les députés et les sénateurs qui décideront par la loi votée l'année prochaine si le nucléaire est relancé ou pas. La première utilité de ce débat est que son compte-rendu soit utilisable par les parlementaires. La deuxième utilité serait que ce débat de société ne se limite pas à des gens qui sont pour ou contre le nucléaire. Dans cette optique, la CNDP a préparé une clarification des controverses dont le but est de mettre à plat les désaccords. Soudain, un accroc vient bloquer la belle mécanique oratoire. Il prend la forme d'un monument de béton, l'enceinte du confinement, autrement dit le bâtiment à l'intérieur duquel se trouve le cœur et le circuit primaire du réacteur. C'est Bernard Laponche qui lance la polémique. Selon lui, les combustibles usés, et donc devant être refroidis en permanence, ne sont pas protégés contre les chutes d'avion par l'enceinte du confinement renforcé du réacteur. À l'appui de ces dires, il lit un extrait d'une note de l'IRSN, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Mais le chercheur de cet institut, également à la tribune, le contredit. Où sont rangés les combustibles de l'EPR et par quoi exactement sont-ils protégés? Parmi l'équipe organisatrice du débat, personne n'a la réponse. Un étudiant de Centrale Supélec lève la main. Pourquoi n'avons-nous pas de fact-checking sur où sont les combustibles? Pourquoi ne pas répondre oui ou non? Dans la salle, Géraldine Benoît, qui a été chargée pour EDF du suivi du débat public sur les déchets nucléaires en 2019, proteste. Des accusations sont prononcées gratuitement et sans aucune preuve sur les déchets, le démantèlement, les dégâts sanitaires, alors que c'est absolument faux. Il n'est pas normal qu'on ne puisse pas apporter de réponse. Applaudissements dans la salle, mais la question reste en suspens. À la sortie, 4 étudiants de l'INSTN, l'école du CEA, Commissariat à l'énergie atomique, en M2 de physique et ingénierie des réacteurs nucléaires, disent leur frustration. Qu'est-ce qui peut ressortir de ce genre de débat? On fait un débat public mais on n'inclut pas de fact-checking. Alors à quoi ça sert? Ces futurs cadres du nucléaire civil reconnaissent la complexité du sujet et considèrent que pour débattre de l'énergie, il faut avoir une formation. L'un d'eux propose que les informations utiles au débat soient publiées avant chaque réunion aux participants, participantes, et que les séances soient consacrées à des questions-réponses. Débattre démocratiquement du nucléaire est-il illusoire? Michel Badré conclut la soirée avec un espoir, ou peut-être est-ce un vœu pieux. On a beaucoup parlé de technique ce soir, mais pour nous c'est un débat sur la démocratie, et il promet une réflexion sur le fact-checking pour la prochaine fois. À l'extérieur de l'amphi, aux abords de la gare RER de Lozère à Palaiseau, aucune affiche annonce le débat. Dans le RER de 22h10, on retrouve la diversité de la société française, des travailleurs fatigués après leur journée de travail, des copines qui sortent de fête. Une question plane sur le wagon qui roule à toute vitesse vers la Seine-Saint-Denis. Qui, parmi elles et eux, sait qu'un débat public sur le programme d'EPR est en cours? Et combien savent ce qu'est un EPR? Petite boîte noire, en bas de l'article. Après vérification, Mediapart peut apporter la réponse suivante à la question restée sans réponse lors du débat. Certes, le combustible de l'EPR n'est pas protégé par l'enceinte de confinement du réacteur, mais il est protégé contre les chutes d'avion par une coque spécialement conçue à cet effet. Eh bien, on est rassuré.